Vous écoutez Mystère Radio. Une pièce d'Isabelle Villard, Bouffe tout. Avec René Habib, André Davier, Sacha Solnia, Adrien Nicati et Claude Abran, André Neury, André Faure, Michel Cassagne, Robert Schmid, Gilbert Costa, Maurice Offert, René Marc, Janine Michel et Lise Ramé. Une pièce d'Isabelle Villard, Bouffe tout. C'est fini. Il est mort? Oui. Oh, papa. Et pourquoi est-ce que les femmes pleurent d'une seconde à l'autre comme si on appuyait sur un bouton? Mais... Giuseppe. Joseph. C'est notre père. Est-ce que tu l'aimais autant quand tu piétinais son portrait? Que tu le lacérais à coups d'épingle à cheveux? Joseph a raison, Lina. Tu verses des larmes de crocodile. C'est faux. Vous parlez d'une époque où j'étais très en colère contre lui. Il t'avait empêché d'épouser l'homme que tu aimais. Il est obligé à te fiancer à un autre. Avec qui tu t'es empressé de coucher pour lui faire endosser le gosse du premier. Taisez-vous. S'il entendait... Pas de sottise, Lina. Père est bien mort. Non, où vas-tu? Mais... Réveillez Marcel. Lui annoncer... Reste ici. Viens de presse. Mais enfin... Joseph, je comprends pas. T'as déjà pas voulu qu'on aille le chercher quand père a commencé à... Reste ici, je te dis. Mais je vois pas ce que... Boucle-la 5 minutes. Je réfléchis. Père n'a jamais rien fait pour nous, n'est-ce pas? Il ne nous aimait pas. Mais enfin, voyons... Il ne nous aimait pas. Il y en avait que pour Marcel, ce bâtard de boniche. Un Jean foutre qui se laisse entretenir comme une fille. Pendant que nous, on fait marcher l'entreprise et qu'on se crève au travail. Marcel est un artiste. Oh, je t'en ficherais des artistes comme celui-là. Ces bouquins se tirent à combien d'exemplaires? Il a eu le Goncourt, le Féminin, le Renaudot. Dommage, on n'en a rien su. Pure modestie de sa part. Pas vrai, Joseph? Pure modestie, bien sûr. Il attend l'héritage, il a tout le temps. La moitié pour lui et l'autre moitié à partager entre trois. Tu trouves ça juste? Et n'oublions pas que sa naissance scandaleuse a coûté la vie à notre mère. Oui. Une sainte femme. Elle est morte de chagrin. Mais non, elle avait un cancer. On ne guérit pas une malade en lui brisant le cœur. Non, non, Lina. Moi, j'ai pas peur des mots. Nous n'avons pas aimé le tyran injuste qu'était notre père. Nous l'avons subi. Bon. Vous ne trouvez pas que nous en avons assez dit? Je vais chercher Marcel. Tu iras quand je le dirai. Ou plutôt, j'irai moi-même. Il faut que cette mort nous serve à quelque chose. Quoi? Nous serve à quelque chose? Dis ton idée, Joseph. Dis. Tu as toujours des idées formidables. Puisque notre père n'a rien fait pour nous de son vivant, il va nous aider maintenant qu'il est mort. Vous savez que la loi interdit à un assassin d'hériter de sa victime. Mais Joseph, personne n'a assassiné personne. De quoi parles-tu? On ne peut tout de même pas faire ça. Mais qu'est-ce que vous mijotez? Je vous préviens que je ne marche pas dans vos combines. Tais-toi! Les filles n'ont pas la parole. Angelo et moi, on se comprend très bien. Pas vrai, Gégé? Oui, oui. Mais pourquoi Marcel aurait-il pris un tel risque? Puisque papa n'en avait plus que pour quelques jours. Et s'il avait changé d'avis? Papa? Admets qu'il ait convoqué le notaire pour modifier son testament. Mais il ne l'a pas fait. Si, il l'a fait. Le notaire viendra ce matin à 9h30. C'est vrai? Et quand l'a-t-il convoqué? Hier soir, j'étais là. Il a voulu lui parler lui-même au téléphone. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'il voulait modifier son testament, rien de plus. Il n'a pas dit dans quel sens? Non, il l'a pas dit. Et à toi? Il l'a dit? Qui sait, Angelo? Qui sait? Vous êtes ignoble! Une famille d'atrides! Oh, j'ai honte! Je refuse de vous suivre dans vos intrigues! Tout ce qu'on te demande, c'est de la boucler! Justement, je la bouclerai pas! Je dirai tout à Marcel, tout! Je vous dénoncerai. Je ne veux pas avoir à rougir du nom que je porte. Tu ne le porteras pas longtemps, puisque tu te maries dans 15 jours. Dieu merci! À moins qu'elle ne le porte toute sa vie. Hein? Admettons que Giulio, ton beau fiancé, apprenne qu'on lui vend une marchandise d'occasion. Tu crois pas qu'avec les moyens qu'il a, il a de quoi se payer du neuf? Vous n'allez quand même pas...
Me faire chanter? On va se gêner. Giulio vous croira pas. Vous n'avez aucune preuve. C'est ce qui te trompe, Lina. Avant d'être expulsé de France par les soins de notre cher disparu, ton amant m'a écrit une bien belle lettre. Mais tu me l'as jamais montré? Oh non, ça t'aurait fait trop de peine. Oh, salaud. Ignoble salaud, je te déteste, je te renie, t'es un monstre. Là, ça suffit. Vous ne pensez pas vous battre devant notre père. Alors, Joseph, voyons, ça suffit. Oh, tu m'as fait mal. Ouf. Fallait pas me griffer. Ah, et bonne mine à présent, tiens. Oh, mon ventre. J'ai mal. Oh, je crois que je vais m'évanouir. Allons bon. Voilà qu'elle a tourné de l'œil. Oh, quelle tuile. Oui, au contraire. Ce malaise tombe à pic. Tu vas la transporter tout de suite dans la voiture et tu m'attendras devant la porte. On va la conduire d'urgence à la clinique du docteur Gérard. Mais le projet? Tu me fais confiance? À fond. Alors ne t'occupe de rien et fais ce que je te dis. Je te rejoins dans 10 minutes. Est-ce qu'elle est lourde? Attends, je vais t'ouvrir la porte. Ah, vas-y. Dis donc, si elle veut pas rester dans la voiture. Bon, enfin bon Dieu, Gégé, t'es un homme ou non? Allez, débarrasse-moi d'elle, c'est tout ce que je te demande. Quoi? Bref, tout, qu'est-ce qu'on en fait? Ah bah t'occupe pas de ça non plus, va. Et puis fais pas ton prix, mon Dieu. Allez, toi, sors de là, tu m'emmerdes. Est-ce que tu veux sortir, nom de Dieu? C'est toi? Quelle heure est-il? 6h30. Ah, fâché de te réveiller si tôt, mais père n'a pas passé une très bonne nuit. Non, c'est pas vrai, ça va plus mal. Non, beaucoup mieux ce matin. Il vient de se rendormir. Tu m'as pas appelé? Pourquoi faire? Je ne te réclamais pas, et puis... faut bien se partager les heures de veille. Alors écoute, nous sortons, Angelo et moi. Lina a eu un malaise, on l'a conduit à la clinique. Grave? Non, enfin je sais pas, dans son état, tu sais. Et puis ensuite nous irons au bureau. Alors veux-tu réveiller papa à 9h? Mais pourquoi si tôt, puisqu'il a passé une mauvaise nuit? Ben parce que gros malin, c'est lui qui nous a demandé. Il a convoqué Maître Neucom à 9h30. Maître Neucom, pourquoi? Ça t'intéresse, hein? Oh non, ça m'étonne, c'est tout. Papa a décidé de faire un testament plus équitable. Et je crois qu'il a compris que l'entreprise devait rester une affaire de famille. Après tout, c'est Angelo et moi qui la faisons marcher. Oh, alors ça, tu sais, l'argent, je m'en balance. Non, puisque tu t'en balances, pas de problème. Allez, je file. Ne t'en rendors pas, hein? Encore une chose. Peux-tu garder le chien? Je l'ai fait sortir de la chambre, il pire tellement qu'il n'empêche papa de dormir. Ouais, bien sûr, je vais le garder. Ah oui. Bouge tout. Allez, bonhomme, viens. Reste là. Allez, viens. Dis donc, quand est-ce que vous rentrez? Pour déjeuner, comme d'habitude. Dis à Gertrude qu'elle fasse quelque chose de léger. J'ai l'estomac noué. Allez, ciao, tout à l'heure. Tout à l'heure, Giuseppe. Non, je te prie de m'appeler Joseph. On n'est plus à Palerme, que diable. Et nous sommes français. Il n'y a plus rien à faire, n'est-ce pas, docteur? Oh non. Non, plus rien, mon pauvre ami. Monsieur Viterbo est bien mort. Quelle mort abominable. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Je me le demande. Il aura voulu se lever pour allumer ou pour éteindre le radiateur électrique. J'ai dit 100 fois que ce parabolique était dangereux. Était-il allumé lorsque vos frères sont sortis ce matin? J'en sais rien, Joseph nous le dira. Vous n'avez pas pu l'atteindre. Il n'était pas encore de retour. Mais je lui ai laissé le message au bureau, il sera là d'un instant à l'autre. Docteur, Oui. Voulez-vous m'aider à transporter mon père sur le lit? Non, mon jeune ami. Je préférerais que l'on ne touche pas davantage au corps de monsieur Viterbo. Oh, mais comment? On va pas le laisser comme ça sur le plancher. Je regrette déjà que vous ayez cru bon de le retourner. Mais
Je pouvais tout de même pas le... Mais enfin, docteur, je comprends pas. Ah, je pense que voici vos frères. Ah oui, ce sont eux. Une seconde, je vous... En Dieu soit loué, vous voilà. Père a eu un épouvantable accident. Il est... Oui. Oui, il est mort. Non, attendez une seconde. Vous allez avoir un choc. Père est tombé la face sur le radiateur électrique. Il est... très défiguré. Nous sommes des hommes, mon pauvre Marcel. Viens. Docteur. Messieurs, Oh. Pauvre père. Pourquoi s'est-il levé? et justement, votre père ne pouvait plus se lever. Mais cependant, il l'a fait. Enfin, faut se rendre à l'évidence, père s'est levé puisqu'il a traversé toute la chambre. Monsieur Viterbo, Joseph, c'est à vous que je m'adresse puisque vous êtes l'aîné, en somme le chef de famille. Je regrette beaucoup que je ne puisse signer le permis d'inhumer. Quoi? Je soignais votre père depuis des années. Il était au bout de sa course. J'attendais sa fin d'un jour à l'autre. Alors justement, pourquoi refuser le permis? Votre père ne pouvait plus se lever, je l'affirme. Cependant, nous le trouvons à 3 mètres de son lit, le nez sur le radiateur renversé. À propos, était-il allumé quand vous avez quitté la pièce? Non, il ne l'était pas. Non. Vous en êtes sûr? Certain. Enfin, pensez, on n'aurait pas laissé cet engin dangereux sans surveillance. Oui, peut-être qu'il a eu froid. Il a voulu se lever pour allumer et ses forces l'ont trahi. Puisqu'on dit qu'il ne pouvait plus se lever. Pourquoi êtes-vous entré dans sa chambre, monsieur Marcel? Vous avait-il appelé? Non. Joseph m'avait prié de réveiller notre père à 9h. Mais il est à peine 8h15. Oui, je sais. J'étais inquiet. Inquiet? Pourquoi? Le chien de mon père, il gémissait sans arrêt et demandait à sortir. Je suis monté, j'ai ouvert la porte doucement pour voir si tout allait bien. Mais c'est alors que j'ai découvert... Qu'avez-vous fait alors? J'ai débranché cet horrible instrument. J'ai dégagé le visage de mon père et... Puis je vous ai téléphoné sans grand espoir du reste. Puis ensuite, j'ai appelé le bureau. Bon. Eh bien, je n'ai plus rien à faire ici. On va laisser père comme ça, par terre? Vous n'ignorez pas que sur un refus de permis d'inhumer, vous allez avoir une enquête de police. Mais pourquoi? Pourquoi? Pardonnez-moi, c'est à la police que je transmettrai mes conclusions. Je suis navré, mais c'est la règle. Docteur, vous estimez que la mort de mon père est suspecte? Plus que suspecte, monsieur Joseph. Votre père a été assassiné. Ça ne fait aucun doute. En somme, docteur, vos conclusions. Arthur Viterbo a été violemment frappé avec un instrument contondant. Le front présente une profonde dépression. Et on a cherché, post-mortem, à faire disparaître cette trace en brûlant le visage de la victime sur un radiateur parabolique. En fait, l'enfoncement crânien est à peine visible, tant le visage est brûlé. Il est exclu que le malade soit tombé sur l'appareil électrique. Exclu, commissaire. Les brûlures du visage sont postérieures à la mort. Votre légiste vous le confirmera, mais je suis certain de ce que j'avance. Après la mort, l'épiderme brûlé présente un soulèvement en forme de bulle, sans aucune réaction inflammatoire. Sur un être vivant, la partie brûlée est entourée d'une auréole rouge très apparente. Donc, en résumé, le malade a été assommé, puis, une fois mort, traîné sur un radiateur renversé. Cela pourrait être, commissaire. C'est pourquoi je ne me sens pas le droit de signer le permis. Bien que je connaisse la famille Viterbo, que je ne la mette pas de gaieté de cœur dans les ennuis. Arthur Viterbo était atteint d'urémie et son cœur était devenu de plus en plus fragile.
On ne pouvait plus rien pour lui, médicalement parlant. Cependant, ce mourant a été assassiné. Je vous remercie, docteur. Nous allons procéder à une enquête approfondie. À ce propos, vous connaissez bien la famille. Y aurait-il quelque indication que vous puissiez nous fournir? Commissaire, je ne désire pas sortir de mon rôle de praticien. Il y a 6 ans que je soignais M. Arthur Viterbo. Les autres membres de la famille se portent bien. Mademoiselle Lina est enceinte. C'est tout ce que je puis vous dire. Très bien, docteur. Je vous remercie de votre déposition. Veuillez patienter un instant pour la signer, je vous prie. Donc, voyons un peu. Vous avez une employée nommée Gertrude Pioget. À quelle heure prend-elle son service le matin? À 9h. Elle repart le soir à 18h. Ainsi, ce matin, messieurs, vous avez quitté votre domicile, ainsi que votre sœur, avant sa venue. Oh oui, il n'était pas 7 heures. 6h40 exactement. Nous avions longuement veillé auprès de notre père. Il venait de s'endormir. Ma sœur était fatiguée et elle a perdu connaissance. Nous avons dû la conduire à la clinique. À la campagne, plus de 35 km. Et vous êtes arrivé à votre bureau à quelle heure? À 8h moins 10. Nous avons trouvé le message de notre frère Marcel et nous sommes revenus immédiatement. Donc, monsieur Marcel, vous étiez seul dans la maison au moment du drame? Ma foi, oui, j'étais seul. Très bien. Mon frère m'avait chargé de réveiller notre père à 9h. Cependant, vous l'avez fait 1 heure avant. Pourquoi? Je ne sais pas. Un pressentiment. Le chien de notre père montrait tel signe d'inquiétude et m'a communiqué son angoisse. Très bien. Un chien. Et c'est alors que vous avez découvert le crime? Je continue à prétendre qu'il ne peut pas s'agir d'un crime. Personne ne pouvait attenter au jour de notre père. C'est impensable. Cependant, les déclarations du médecin sont formelles. C'est un cadavre qu'on a traîné sur le parabolique. Je ne comprends pas. Ça, non, vraiment, je comprends pas. Connaissez-vous, monsieur, les dispositions testamentaires de monsieur Viterbo? J'ajoute qu'il est inutile d'essayer de les taire. Les vérifications d'usage seront faites. Mais tout le monde ici les connaissait. Mon père n'en faisait pas mystère. Il laissait la moitié de sa fortune à notre frère Marcel. L'autre moitié devant être partagée entre nous 3. Ma sœur Lina, mon frère Angelo et moi. Flûte. Ce doit être le notaire. On a oublié de le décommander. Le notaire devait venir ce matin? Oui, mon père l'avait convoqué hier soir. Vous a-t-il dit pourquoi? Oui, il me l'a dit. Oh, mais voici Maître Necom. Bonjour, maître. Monsieur. Maître Necom, nous sommes si bouleversés que nous avons oublié de vous téléphoner. Mon père est mort ce matin. Mon Dieu. Oh, je suis désolé. Toutes mes condoléances. Merci. Merci. Oui, bien sûr, il était bien bas, oui. Cependant, hier soir, quand il m'a convoqué... Inspecteur principal, Galabert. Comment? La police? Monsieur Viterbo vous a-t-il fait part au téléphone des raisons de cette convocation? Non, pas en détail, inspecteur. Cependant, il m'a dit, je veux modifier mon testament, j'ai besoin de vous voir. Mon père m'a touché un mot de ses projets après qu'il lui raccroché. Oui, j'étais auprès de lui. En effet, c'est monsieur Joseph qui m'a appelé. Ensuite, il a passé le récepteur à son père. Que vous a-t-il dit? Mon père s'était rendu compte du travail que nous fournissions à l'entreprise, tant mon frère Angelo que moi-même. Il désirait nous favoriser, je crois. Vous a-t-il donné des précisions? Comme vous le savez, maître Necom, mon père n'en faisait qu'à sa tête. Cependant, il m'a dit... Marcel, je suis désolé de devoir répéter cela. Il m'a dit... Marcel est un parasite qui ne mérite pas la fortune que je lui laisse. J'ai réfléchi, je veux équilibrer ce testament, mon garçon. C'est tout. C'est suffisant. Étiez-vous au courant de cette décision, monsieur Marcel? Avant de partir pour la clinique, mon frère est venu me réveiller et m'en a fait part. Je ne me souviens pas exactement en quels termes. Mais je m'intéresse peu à l'argent. C'est ce que vous prétendez. Comment? Rien. Je note vos réponses. Mais je ne suis pas obligé de les croire. Mais, monsieur l'inspecteur... Résumons-nous. À 6h30, vous êtes informé par votre demi-frère Joseph de la venue du notaire et des raisons de sa venue. À 8h, vous découvrez M. Viterbo assassiné. Vous étiez seul dans la maison et vous ne comprenez pas du tout ce qui a pu arriver. Je vais faire mon rapport à M. le divisionnaire. Il verra lui-même quelle suite donner à cette affaire. Ah, encore une question, messieurs. Dans quel état physique vous est apparu votre père ces jours derniers? Il était très fatigué. Fatigué, mais parfaitement lucide. Il a encore assisté hier soir au film que tu as fait, Angelo. Un film? Oui.
Et il y a 15 jours, c'était l'anniversaire de notre père. Et il ne se portait pas trop mal, nous avons pu le transporter à la salle à manger, où nous avons célébré une petite fête. Et tourné un film souvenir. Oh, un film d'amateur, cela va sans dire. Et notre père a eu le plus grand plaisir à le visionner hier soir. Évidemment, couché un peu tard, il a passé une mauvaise nuit. Alors, nous sommes allés à ses côtés, ma sœur, mon frère Angelo et moi, et nous l'avons veillé jusqu'au matin où il s'est paisiblement endormi vers 6h10. C'est alors qu'il nous a prié de réveiller à 9h en vue de votre visite, maître Newcombe. Nous aurions dû vous appeler. 1000 pardons. Je vous en prie, ça n'a aucune importance. Et de toute façon, la présence de maître Newcombe n'est pas inutile à mon rapport. Messieurs, vous serez tenus au courant du déroulement de l'enquête. Je dois vous prier toutefois de ne quitter Paris sous aucun prétexte. Oh, pourtant, je devais me rendre demain matin à Brest pour une affaire importante. Je regrette. Il n'en est pas question. Messieurs, je vous salue. Et naturellement, comme je te connais, tu l'as arrêté. Eh bien, tu me connais mal, il est toujours en liberté. Pourtant, Gallois, tout est contre lui. Le mobile est clair, non? Au risque de marcher sur tes plates-bandes, mon petit Durtal, je dirais que c'est trop lui pour être lui. Quoi, tu veux approfondir l'enquête? Oui. J'aimerais une preuve, car après tout, je ne dispose que de témoignages. Et puis les faux témoignages, ça existe? Oh, sans aller jusque-là, il y a les erreurs d'estimation, d'horaire, etc. De plus, l'autopsie n'a pas pu définir si le coup à la tête a été porté avant ou après la mort. Les tissus sont trop brûlés. Et cependant, il est prouvé que ces brûlures sont postérieures à la mort. Les brûlures, oui. Et aussi que Viterbo a succombé à un arrêt du cœur. Mais qu'est-ce qui l'a provoqué? La maladie? Le coup? Impossible d'en décider. L'arme du crime? Introuvable. En somme, on peut résumer la situation en 2 hypothèses. Primo, le vieux s'est levé pour allumer le radiateur, il est trahi par ses forces, il tombe sur l'appareil, se blesse, ou même se tue, et le radiateur, qui s'allume graduellement, brûle le visage du cadavre. Et secondo, on l'assomme, ce qui provoque un arrêt du cœur, et on traîne son corps sur le radiateur pour effacer les traces du coup et faire croire à un accident. Cette deuxième hypothèse est la seule valable. Le médecin traitant affirme que son client était incapable de se lever. Ouf, tu sais, les médecins aussi sont des hommes, hein, ils peuvent se tromper. Oh. Est-ce qu'on a interrogé la fille? Oui, mais elle ne sait rien. Elle s'est évanouie auprès de son père malade et n'a repris connaissance que dans la voiture qui la conduisait à la clinique. Ah, encore une chose. Dans le rapport de Galabert, il est question d'un film, pris il y a une quinzaine et visionné il y a 2 jours par le vieux. J'aimerais beaucoup le voir. Tu pourrais m'arranger ça? Pas de problème. Je téléphonerai à Joseph Viterbo. Et je t'adjoindrai Galabert pour donner un petit côté officiel à la chose. Merci. Et avec un peu de veine, je trouverai peut-être la preuve qui te manque, mon vieux Gallois. Vois-tu, c'est difficile d'avoir de l'imagination quand on ne connaît ni les êtres, ni les rapports qu'ils ont entre eux. En voyant ce film, peut-être pourrons-nous surprendre. Un regard, une attitude. Il suffit parfois de bien peu de choses pour que des ombres prennent corps avec leurs vertus, leurs faiblesses, pour qu'ils deviennent des êtres humains. Alors on peut les comprendre. Bah, essayez, tout au moins. Prenez place, messieurs. Le divisionnaire gallois m'a appelé pour annoncer votre visite. Mais vous êtes droit? Et j'ai pris la liberté d'amener mon assistant, monsieur Picoche. Très heureux, monsieur. Oh, regardez. Oh, qu'il est beau. Oh, le beau fifi. Vous aimez les chiens? Nous aussi. Et Bouffetou nous est particulièrement cher. Il a 10 ans. C'était le meilleur compagnon de notre père. Comment a-t-il supporté le décès de son maître? Oh, assez mal. Il pleure beaucoup et gratte aux portes. Mais nous avons réussi à le faire manger, c'est une victoire. Asseyez-vous, monsieur l'inspecteur principal. Et je vous remercie. Et vous aussi, messieurs. Merci. Que puis-je vous offrir? Oh, rien du tout, ne vous dérangez pas, s'il vous plaît. Vraiment? Même pas un petit whisky? Non. En ce qui me concerne, je ne suis pas autorisé à boire en service commandé. Alors, merci, non.
Et vous, monsieur Picoche? Oh, moi, je suis pas en service commandé. Nous n'avons hein. besoin de rien, je vous remercie. Ah bon, j'ai rien dit. Moi, je suis pas fonctionnaire, Non, pas enfin- d'avantages sociaux, pas de retraite, rien. Alors j'aurais volontiers profité d'une petite compensation. Picoche, voyons. Ah non, monsieur Durtal, ne soyez pas si intransigeant. Que désirez-vous, monsieur Picoche? Je vois que vous avez là un petit 3 Oh, étoiles. vraiment, monsieur Viterbo, je suis confus. Mais pas du tout, voyons. Picoche. Ah, monsieur Picoche aurait beaucoup plu à mon père. Il haïssait les faux-semblants. Ah, comme vous pourrez le voir dans ce petit film souvenir, il respirait la bonne humeur et l'indulgence. Ah non, mon père était vraiment un homme remarquable. Je vous suis très reconnaissant d'ailleurs d'avoir voulu connaître son visage. Voyez-vous, il est ingrat de travailler sur des rapports et des chiffres. C'est froid et impersonnel. Voyons. Non, il faut que j'appelle mon frère, sinon ces images resteront de mornes rubans enroulés. Je ne connais rien à tout ça. Ah oui? Angelo! Ah, te voici. Ben, j'allais justement te chercher. Veuillez m'excuser, un léger retard. Messieurs, bon... On va leur dire mal. Très heureux. Non, Joseph, s'il te plaît, alors laisse-moi faire. Hein. Si tu veux bien. Je ne sais pas l'installer, l'écran. Laisse-moi faire. Si je comprends bien, monsieur Angelo, c'est vous le cinéaste de la famille. Oh, c'est un bien grand mot. Bon, mettons que c'est moi qui bégayais de la caméra. Vous verrez, le film est très court et très imparfait. Ne sois pas trop modeste, hein. Un film d'amateur en couleur et sonorisé, c'est déjà pas si mal. Ah, il est sonorisé? Oui. Oh, c'est un essai. Le son n'est pas fameux. Et pas toujours synchrone. Votre sœur est toujours en clinique? Ah oui, malheureusement. Elle a fait une fausse couche. Sa vie n'est pas en danger. Non. Dans 3 ou 4 jours, elle pourra rentrer à la maison. Ouais, bon. Et puis, mon Dieu, ils sont jeunes, elle et son fiancé. Ils ont des années pour... Enfin, elle est tout de même très abattue. Bon, pour moi, on peut visionner. Et monsieur Marcel, il n'est pas là? Non, Marcel n'a pas voulu assister à cette projection. Il dit qu'il ne pourrait supporter de voir bouger notre père. Il est allé passer la journée avec sa mère à la campagne. Il est très regrettable qu'il n'ait pas jugé bon. Sa mère habite la banlieue? Oui, à Garches. Un petit pavillon que mon père lui a acheté. Un mot pour vous dire que cette personne est une ancienne employée de la famille. Mon père a reconnu Marcel et a été très bon pour cette femme. Mais nous ne la voyons pas, bien sûr. Oui, je comprends. Eh bien, nous nous passerons de monsieur Marcel. Quand vous voudrez, monsieur le cinéaste. Je suis prêt. Alors, allons-y. Mes enfants, quel bonheur de pouvoir encore participer à votre petite fête. Toute la famille réunie. C'est un beau jour. Mais où est Marcel? Un petit verre de vermouth, papa? Crois-tu que ce soit raisonnable? Oh, je suis né de l'autre côté des Alpes et un bon vermouth n'a jamais tué un bon Italien. Tu es fait pour vivre 100 ans, père. Eh non, ma fille, la machine était solide, mais elle arrive au bout. Oh, papa! Oh, restez de face, s'il vous plaît. Ne tournez pas le dos à la caméra. Et où est Marcel? Ah, te voilà, mon cher enfant. Et puis les Viterbo sans toi, ce n'est plus une famille heureuse. Merci pour les autres. Je voulais dire une famille complète. Qu'est-ce que tu faisais donc, mon petit? J'ai aidé Angelo pour la bande sonore. Alors maintenant que je l'ai fixée sur le magnétophone, je peux la laisser tourner toute seule. Oui, ces choses-là, elles sont tellement perfectionnées de jour. Tais-toi donc, Bouftou. Alors tais-toi, va te coucher, va. Ta robe est une merveille. Ah, tu dis toujours, papa, que le mandarine est ma couleur. Alors j'ai fait faire cette robe spécialement pour ton anniversaire. Moi, je la trouve trop courte. Oh, sois pas puritain, Joseph. Quand on a deux jolies jambes, il faut les montrer. Ça suffit. On fait connu dans la famille. Nina, la légende de Marlène Dietrich. Ah, mais c'est pas possible. Fais-nous sortir ce chien. Allez, oust, bouffe tout, dehors, allez, dehors. Au contraire, messieurs. Je vais vous prier de remonter la bande et de recommencer la projection depuis l'entrée de Marcel. La bande sonore aussi? La bande sonore surtout. Bon, alors, Joseph, viens m'aider. Je suis pas doué, tu sais. Eh ben, je le savais bien. Enfin, Qu'est-ce qui se passe, Bouffe-tout? C'est l'oncle Marcel que tu n'aimes pas? Alors, tranquille, hein, Fufis. Mais c'est du cinéma. Quels étaient les rapports affectifs existants entre monsieur Marcel et cet animal? Pardon, inspecteur? Et est-ce que ce chien détestait votre frère Marcel? Oh non, absolument pas. Et qui plus est, il n'a pas manifesté lorsque nous avons passé le film devant mon père l'autre jour. Votre père était encore vivant à ce moment-là. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Et monsieur Marcel était seul dans la maison avec le chien au moment du crime. Pour moi, c'est très clair, très significatif. Et tu es prêt avec la bande? Oui, ça y est.
Alors, on remet ça? Je vous en prie. J'aide Hermano pour la bande sonore. Maintenant que je l'ai fixée sur le magnétophone, je peux la laisser tourner toute seule. Oui, ces choses-là, elles sont tellement perfectionnées de nos jours. Viens ici, ma petite Lina. Viens ici. Ta robe, c'est une merveille. Ah, tu dis toujours, papa, que le mandarine est ma couleur. Alors j'ai fait faire cette robe spécialement pour ton anniversaire. Moi, je la trouve trop courte. Oh, sois pas puritain, Joseph. Quand on a deux jolies jambes. Mais c'est un fait connu par la famille. On a la légende de la Dietrich. Oh merde! Mais il a déchiré l'écran. Il est couché, nous de Dieu! Alors, bouffe-tout, t'es pas raisonnable, mon vieux. Où se trouve le haut-parleur? Juste derrière. Mais il l'a renversé et cassé. Ah, je regrette, monsieur, je ne peux pas continuer. Bon, de toute façon, nous n'avons pas besoin d'en voir davantage. Ce n'est pas votre avis, monsieur Durtal? Si, Galabert, c'est mon avis. Messieurs, nous vous remercions. Cette démonstration était très intéressante. Tout est fini, Giulio. L'enfant est mort. Il renaîtra, ma chérie. Écoute. Ne t'agite pas. Je t'aime. Lina, ce n'est pas tout à fait un deuil. Ce n'était pas encore tout à fait un enfant. Mais tant que c'est un espoir déçu. Des déceptions, la vie en est pleine. Tu verras, demain il y aura du soleil. Si tu savais, Giulio. Si tu savais... N'y pense plus, ma chérie. L'essentiel, c'est que tu te portes bien. Nous aurons tout de même une grande famille, je te promets. Non. Non, je ne peux plus respirer. Avec ce poids sur le cœur, écoute. J'ai quelque chose de grave à te confier. Mais... Ne m'interromps pas. Quand j'aurai terminé, tu te lèveras et tu sortiras sans un mot. Sans un mot. J'insiste. Mais voyons, Lina... Tais-toi. Si j'entends ta voix, je n'aurai plus le courage de te dire la vérité. La voici. Je t'ai escroqué. L'enfant que je viens de perdre n'était pas le nôtre. J'étais amoureuse avant de te rencontrer, je te l'ai caché. Mon père a pris les choses en main, je n'ai rien osé dire. Il a fait expulser le jeune homme et s'est arrangé avec ton père pour nous marier, toi et moi. Mais on ne peut pas construire toute une vie sur un mensonge, elle s'écroulerait. Voilà, je me suis conduite comme une fille. Je paierai le prix qu'il faudra. Va-t'en maintenant. Je me sens tout à coup dans la peau d'un cambrioleur. Va-t'en. Lina, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider à rejoindre le garçon que tu aimes. Il n'y a pas un mètre à parcourir, Giulio. Ce garçon est sorti de ma vie. Je ne suis même pas curieuse d'apprendre ce qu'il est advenu. Je sais qu'il a écrit à Giuseppe, qui ne m'a pas montré la lettre. Et tout à coup, je me suis rendu compte qu'il était loin. Très loin, et pour toujours. Avec lui, j'avais découvert l'amour. Mais depuis le jour où je t'ai appartenu, j'ai respiré par ta bouche. Je t'aime, toi. C'est pourquoi je te libère. Comme cet aveu a dû te coûter cher. Plus cher encore. Mais maintenant, je me sens propre. Et mes frères ne peuvent plus rien. Adieu, Giulio. Adieu. Un joli mot qui veut dire « Je te recommande à Dieu ». Que cette bénédiction demeure sur nous, Lina. Va-t'en, je t'en prie. Je ne m'en irai pas, je ne m'en irai pas. Je suis fier d'épouser une femme qui est faite d'or pur. Mais... Repose-toi, ma chérie. Dors. Tu es fatiguée. Quand tu te réveilleras, ta main sera dans la mienne. Protégée. Il en sera ainsi tous les matins de notre vie. Giulio. Dors maintenant. Je ne veux plus rien entendre. Dors, ma petite femme. Dors en paix. Dors. Je comprends votre émotion, monsieur Frattini. Mais ceci est une affaire privée. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de venir me la confier? Une phrase de Lina. Mes frères ne peuvent plus rien.
Et aussi le fait que Joseph était en possession d'une lettre de ce jeune homme. Une lettre qu'elle n'a jamais lue. On pourrait en déduire que ses frères avaient sur elle un moyen de pression. C'est à quoi j'ai pensé. Et c'est pour cette raison que je suis venu vous trouver. Avec la police officielle, je crains le scandale, les journalistes. Je ne voudrais pas que mon père apprenne tout cela. Il est très rigoriste, solidement ancré dans les vieilles traditions. Mais vous-même, monsieur Giulio, vous avez pardonné. L'arme des frères Viterbo n'était donc guère meurtrière. Lina m'a avoué la chose en jouant le tout pour le tout. Elle a sacrifié son bonheur pour sauvegarder le mien. Cette action courageuse m'a inondé de tendresse pour elle. Mais qui sait, peut-on présumer de soi-même? Si j'avais appris la chose par une dénonciation de Joseph, avec preuve à l'appui, peut-être aurais-je réagi autrement. Et pourquoi pensez-vous que ses frères avaient intérêt à avoir sur elle un moyen de pression? Pour la faire taire, j'imagine. Pour quelle autre raison? Voyez-vous, monsieur Durtal, je connais bien Marcel. Il est désintéressé et il était très attaché à son père. Je crains qu'il ne soit victime d'accusateurs sans pitié. Je vous remercie de votre démarche, monsieur Fratini. Je ne vous cacherai pas que cette affaire comporte bien des points obscurs. Vous croyez que Marcel est vraiment coupable? Je ne sais pas, voyez-vous. Il a maintenant un nouvel accusateur. Un accusateur au cœur pur, sans cruauté ni mobile inavouable. Un accusateur dont on ne peut mettre la parole en doute. Un chien. Où est ce chien? C'est rien, moi, que drôle. C'est invraisemblable. Il s'est tiré, c'est tout. Un chien de 10 ans, attaché à la maison comme il l'était. C'est surtout à papa qu'il était attaché. Lui parti et rien ne le retenait plus ici. Oui, vous avez regardé à la cave, il y descendait souvent pour attraper les rats. Tu penses bien que c'est le premier endroit où on a été voir. Il est peut-être allé à l'entreprise pour chercher père. Tu as téléphoné? On a fait mieux que ça. On y est allé. Et même sur les chantiers, aucun ouvrier ne l'a vu. Bouvetou n'a pas pu filer comme ça, c'est impossible. Impossible, impossible. Faut te faire une raison, mon vieux. Après tout, ce n'est qu'un chien. Ce n'est qu'un chien. Vilaine expression, un chien vaut autant que toi et moi. Là, faut pas charrier, parfaitement. L'homme, ce méchant animal, le seul animal de la création qui soit cruel, gratuitement cruel, le seul. Qu'est-ce que tu fais? Je téléphone à la police. Non. L'inspecteur a laissé son numéro. Oh, mais t'es dingue? Tu vas pas déranger la police pour un kleps, non? Si, figure-toi. Je vais déranger la police pour un kleps, comme tu dis. Allô? La police judiciaire. Pourrais-je parler au commissaire Gallois, s'il vous plaît? Ou à son défaut, à l'inspecteur principal Galabert? Oui, c'est urgent. Marcel Viterbo à l'appareil. Viterbo. Non, monsieur, non. Je n'ai rien à ajouter à mes précédentes déclarations. Et cependant, mademoiselle Viterbo, votre fiancé est au courant de tout. Vous n'avez plus rien à craindre. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je comprends que personne n'ait envie de revêtir l'habit peu flatteur du mouchard. Mais néanmoins, vous êtes consciente qu'il serait monstrueux qu'un innocent paie de sa liberté, peut-être de sa vie, un crime qu'il n'a pas commis. Je peux vous dire une chose. Monsieur Durtal, une seule. Il n'y a pas eu de crime. Vous l'affirmez? Je le jure. Maintenant, laissez-moi, je vous en prie. Je suis fatiguée. Si fatiguée, laissez-moi. Laissez-moi dormir. Laissez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Un chien! Jésus-Marie! Et Cassius! Cassius qui n'a jamais vu de chien! Merde, j'avais oublié Cassius. Et vous l'avez lâché! Mon chat! Il va tuer mon chat! Bouffe-tout! Ici, bouffe-tout! Trop tard. Cassius! Mon pauvre chéri! Quoi, pauvre chéri? Cette espèce de faux vérissé qui ferait peur à un régiment? Ce dragon aux yeux qui lance des flammes? J'irais plutôt pauvre bouffe-tout, oui. Cassius! Viens vers maman! Chut, Marie, chut, taisez-vous. C'est ce que vous pouvez faire de mieux. Les bêtes se débrouillent très bien toutes seules. Quand l'homme intervient, 9 fois sur 10, ça fait vinaigre. Un gros chien comme ça, il va lui casser les reins. Oh,
mais c'est si fragile, le petit chat. Fragile, il a triplé de volume, une vraie panthère. Mais je lui tape à l'œil, c'est tous des poils. Votre sale chien n'en fera qu'une bouchée. Il n'a rien pouvoir faire. Cassius, mon petit. Chut, taisez-vous. Et le chien gronde mais n'attaque pas. Et le chat ne cède pas un pouce de terrain. Mon Dieu. Tiens bon, Cassius. Eh, ça y est, vous voyez, Bouvetou vient se cacher dans mes jambes. C'est votre satané greffier qui a gagné. Forcément, il s'appelle Cassius. Non seulement c'est un champion, mais il est sûr de lui comme personne. Il recule pas à pas, il recule, mais sans quitter le chien de l'œil. Et hop, disparu à la cuisine. C'est bon la porte. Oh, eh ben, j'ai moins peur que vous, mais tout de même, j'aime mieux ça. Hein. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Oh, Marie, Marie, vous n'allez pas vous trouver mal, non? Oh, mon Dieu, je suis sonnée. Attendez. Au salon, il y a un servir boy avec une bonne goutte de cognac. Là, la bouteille. Attendez. Ça vous remettra le palpitant à sa bonne place. Merci. Ah oui, ça va mieux. Ouf, quelle émotion. Oh, vraiment, Picoche, vous êtes inconscient. Ah, j'avoue que quand j'ai retrouvé Bouvetou, je l'ai amené tout droit. Cassius m'était sorti de la tête. Bravo, je lui dirai, il sera flatté. Maintenant, expliquez-vous. Ah ben, c'est une longue histoire, Marie. En résumé, Bouvetou est un personnage important. Oui, je viens de le retrouver dans un chenil à Aubervilliers. Dans un chenil? Pauvre bête. Hein, et mieux que ça. Son maître a dit qu'il payait 8 jours de pension et qu'après on pouvait le piquer si on voulait. Son propre maître? Oui. Mais c'est un criminel. Un criminel, oui. Ah, mais vous savez, nous, avec M. Durtal, ça nous fait pas peur. Hein. Voilà, Bouvetou est un témoin à charge. Alors on a cherché à le faire disparaître. Et le type qui l'a amené au chenil a donné un faux nom. Mais comment est-ce que vous avez fait pour le retrouver? Je l'ai vu l'autre jour, Bouvetou. Même qu'on avait fait ami-ami. Alors vous connaissez le patron, il m'a envoyé faire le tour de tous les chenils de la région parisienne. Mais puisque quelqu'un voulait se débarrasser de lui, mais comment ça se fait qu'il ne l'ait pas tué? Sans doute qu'un chien mort, c'est encore plus encombrant qu'un chien perdu. Et bref, tout est bien qui finit bien. Hein. Ah oui, mais oui, tu es en sécurité maintenant. Hein. Mon bon fils. Pauvre bête. Ça n'est pas un tout jeune homme. Ah non, il a 10 ans. Et si vous l'aviez vu dans sa cage au chenil, tout ratatiné au fond, comme un clochard. Pauvre Bouvetou. Hein. Dites Marie, je peux téléphoner à M. Durtal? Lui téléphoner où? Je ne sais pas où il est. Bon, alors je lui laisse un mot. Ah, tenez, le bloc est là, sur le guéridon. Bon. Et le chien, je peux vous le laisser? Ici? Mais vous êtes fou? Ah ben, si on le ramène chez lui, ses maîtres, ils vont le bousiller. Et chez moi, je peux pas, les chiens sont interdits dans l'immeuble. Des sans-cœurs, voilà ce qu'ils sont tous. Votre propriétaire comme les autres. Bon, ben ça va, je vais le garder aujourd'hui. Tant pis, je laisserai Cassius à la cuisine. Avec sa pâtée et sa caisse, il ne sera pas malheureux. Faut parer au plus pressé. Ah, je vous reconnais bien là, ma bonne Marie. Voyez-vous, ce chien, M. Durtal, aimerait bien le mettre en présence du suspect numéro 1. Oui, un certain M. Marcel. Il compte beaucoup sur ses réactions pour voir clair dans une affaire embrouillée et pas propre. En tout cas, les bêtes, ça ne trompe pas. Oh non, ça ne trompe pas. Ça ne trompe jamais. C'est pas comme les gens, comme les hommes. Et surtout les hommes. Ouais. À ma parole, Marie, ce cognac, il passe pas trop bien, hein? C'est votre faute, Picoche. Un cognac à jeun. Je l'ai bu d'un trait. Un grand verre d'un trait. Comme ça, hop, d'un trait. Oh, comme de l'eau, hop. Hop.
Ah, Bouvetou, tu es ici. Ah, Dieu merci. Petit bonhomme. Oh, merci de m'avoir téléphoné, monsieur Durtal. Il est visible que ce chien vous aime beaucoup. Je le lui rends bien, pauvre bête. Et vous le pouvez, il vient de vous sauver la vie. Que voulez-vous dire? Cassius! Mon Dieu! Cassius vient de me filer entre les jambes! Oh mince, ça recommence. Tranquille, Bouvetou. Ah, Cassius est un ami. Tu entends? Un ami. Regardez! Mais regardez! Bouvetou lèche le nez du chat! Ils ont fait la paix! Mon Dieu, que c'est joli! Et ma parole, Cassius ronronne. Et quand on pense que les hommes n'arrivent jamais à s'entendre... hein. Alors tout va bien, vous pouvez me laisser Bouvetou. Et je lui donnerai une bonne livre de viande par jour avec de l'avoine et des légumes frais. Oh, après tout, Cassius, ça le distraira. Un chat coupé, il s'ennuie, n'est-ce pas? Et surtout au printemps. Merci, madame, mais j'emmène Bouvetou avec moi. Je ne vous le conseille pas. Pas encore, tout au moins. Et pourquoi ça? Vous n'avez pas que des amis, monsieur Marcel. Et Bouvetou non plus. Mais enfin, Durtal, tu rêves. Me faire le complice d'un cambriolage? Mais tu n'es pas complice, tu ne sais rien. Tu viens de me le dire. Eh ben, tu n'as pas besoin d'avoir entendu. Quand je suis nerveux, j'articule mal. Tout ce que je te demande, c'est de convoquer les 3 frères à 18h. J'ai besoin que la maison soit vide. Mais comment Picoche entrera-t-il? Pas par effraction, tout de même. Bref, il entrera comme il pourra, je lui fais confiance. Et je te promets la preuve qui te manquait. Comment peux-tu en être sûr? Gallois, un chien ne peut pas mentir. Et pourtant, celui-là a accusé un innocent. C'est donc qu'on l'a fait mentir. Et qui? Un homme. Oui. Tu penses à Joseph, l'aîné de la famille? Oui. Je pense à Joseph. Il a dû maquiller le corps de son père pour se débarrasser de Marcel. Ce diable d'homme mériterait de brûler dans sa propre chaudière. Hélas, il s'en tirera à bon compte. La législation n'est pas si nuancée. Bon, alors mon vieux, à toi les nuances. Alors c'est entendu. Ce soir, le champ sera libre. D'accord. Mais pas un mot de tout ça, hein. On me ferait sonner les cloches. Sois tranquille, Gallois. La seule cloche qui sonnera, ce sera le glas de cette vilaine affaire. Ma belle, pas un mot. Police. Quoi, police? Comme ça, dans le noir? Et sans sonner? À d'autres? Vous êtes un voleur, rien de plus? Pour la bonne cause, je vous le jure, mignonne. Pour la justice. Oh, si c'est comme ça, on va téléphoner au commissariat. On verra bien ce qu'ils diront. N'approchez pas! Ou alors, je crie à me faire péter les cordes vocales. Mais regardez-moi, est-ce que j'ai l'air d'un malfaiteur? Non, vous seriez plutôt sympathique. Mais il faut pas se fier aux apparences. Il y a des ministres qui ont des têtes d'assassins et des assassins qui ont des têtes de ministres. Filez d'ici ou j'appelle. Non, non, poupée, vous allez faire mieux que ça. Vous allez m'aider. Vous aider? Ah bah je voudrais bien voir ça. Vous allez m'aider parce que je suis du bon côté de la barricade, du même que vous. Vous aimez bien, monsieur Marcel? Monsieur Marcel? C'est le seul qui me dise un mot gentil de temps en temps. Et même le seul qui me dise bonjour. Eh bien, il est en danger. Et il a des ennemis. Vous voulez dire monsieur Angelo et monsieur Joseph? Vous le saviez? Facile à voir qu'il ne l'aimait pas. C'est lui qui vous a dit de venir? Et vous? Comment et moi? Mais je croyais que vous partiez à 6 heures. Ah, d'habitude, oui. C'est monsieur Joseph qui m'a dit de rester jusqu'à 8 heures. Soi-disant qu'il y avait beaucoup de désordre. Il se méfiait, le bourg. Dites, vous savez où monsieur Angelo range ses affaires de cinéma? Oui, bien sûr. Il a une armoire métallique pour ça. Et j'ai pas le droit d'y toucher. Le ciné amateur, c'est sacré. Vous voulez bien m'y conduire? J'ai besoin d'emprunter un bout de film. Hein? Mais je vous jure que c'est dans l'intérêt de monsieur Marcel. À vous de voir qui vous préférez dans cette maison. Venez. Si j'ai tort, je le verrai bien.
faut, mais rien de plus. Je reste là. Voyons, film anniversaire, 75 ans papa. Son. Voilà, c'est ça, la bande sonore. Si Monsieur Angelo s'aperçoit de ce qui est arrivé, s'il me demande si quelqu'un est venu... Mais personne n'est venu et vous ne savez rien. Oh. Avec des yeux de cristal comme vous avez, un petit mensonge, ça doit passer comme une lettre à la poste, non? Des yeux de cristal. Oh, vous êtes drôle. De cristal. Oh, bah, si on avait 5 minutes, je vous prouverais que des yeux comme ça, c'est capable de bouleverser son bonhomme. Hein. Mais voilà, est-ce qu'on a 5 minutes? Oh. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, poupée, hein? Oh, mais laissez-moi, voyons. Voulez-vous être sage? Oh. Et si on venait? Oh, C'est exact, messieurs, cette bande sonore contient des ultrasons non perceptibles à l'oreille humaine. En revanche, ils sont perçus par les chiens qui réagissent très violemment. Pour rappeler les chiens de chasse, il existe même des sifflets équipés de la sorte et parfaitement silencieux en apparence. Et ces ultrasons ont été enregistrés à quel moment? Après coup. Si vous voulez, ils ont été rajoutés sur la bande, qui a été recopiée à cet effet. Et ils ont été rajoutés sur les paroles d'un seul des personnages du film. Marcel? Ces ultrasons, en surimpression sur la voix du parleur, devaient forcément exciter un chien au maximum. Je vous remercie, de Molin. C'est plus que je n'en espérais. Pardonnez ma curiosité, mais qui a employé ce procédé? Un criminel? Un être machiavélique, qui a essayé de faire mentir un chien. Chaque fois que le jeune homme parlait, le chien se précipitait furieusement contre l'écran. Et les assistants, n'entendant rien, ont jugé sur les apparences. Mais qu'est-ce qui a pu vous faire penser aux ultrasons? Oh, c'est tout simple. Un chien qui bougeait la queue, mon vieux. Monsieur Demolin, voulez-vous être assez gentil pour m'établir un rapport en règle? La justice a besoin qu'on mette les points sur les i. J'enverrai demain matin quelqu'un à votre domicile. Entendu, monsieur le divisionnaire. Demain matin, ça sera prêt. Vous permettez? Voilà, Gallois. Pas possible. Oh, quand ça? Ne touchez à rien, on arrive. Qu'est-ce qui se... Joseph Viterbo vient d'être victime d'un accident d'auto. Quoi? Il est mort sur le coup. Bon Dieu. Hasard ou justice immanente? Giuseppe qui conduisait si bien. Qu'est-ce qui a bien pu arriver? C'est épouvantable. Perdre son père et son frère en l'espace de quelques jours. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas ma tête à moi. Cependant, monsieur Angelo, puisque votre frère est mort, vous n'avez plus rien à craindre. Vous pouvez nous dire toute la vérité. Quelle vérité? Que voulez-vous dire? Allez, assez d'histoire. Mettez-vous à table. Le commissaire n'a pas de temps à perdre. Mais je n'ai rien à dire. Et si vous le permettez, je suis trop bouleversé pour vous répondre. Si vous êtes trop ému pour parler, vous pouvez du moins nous écouter. Vous savez très bien que votre frère a tenté une manœuvre de captation d'héritage. Comment? Il a maquillé la mort naturelle de votre père afin d'éliminer votre frère Marcel. Mais voyons que... Ne niez pas, nous le savons. Vous ne nous ferez pas croire que vous n'étiez pas au courant. Maintenant, vous avez une chance unique de vous en sortir. Parlez, monsieur Angelo. C'est dans votre intérêt. Nous en savons beaucoup plus que vous ne croyez. Après tout. Oui, vous avez raison. Puisqu'il est mort, pauvre Giuseppe. Oui, c'est lui qui a eu cette idée. Et c'est lui qui a tout fait. Mon frère a toujours détesté Marcel. Et la place qu'il avait su prendre dans le cœur de notre père. Dans son cœur et dans son testament.
Alors, il a frappé le cadavre de M. Viterbo, et ensuite, il l'a traîné sur le radiateur électrique pour faire croire à un crime maladroitement déguisé. Je ne sais pas. Je m'occupais de ma sœur qui avait pris mal. Joseph m'a dit qu'il se chargeait de tout. Et vous l'avez laissé faire? Je n'avais aucun moyen de l'en empêcher. Et puis, je n'ai pas compris tout de suite. Après, j'étais coincé. Je pouvais tout de même pas dénoncer mon propre frère, vous êtes d'accord? Le supprimer. C'était plus simple. Quoi? Que veux-tu dire, Durtal? Les experts viennent de terminer l'examen de la voiture. La direction a été sabotée. Elle a cédé et le Joseph est allé s'écraser dans la nature. C'est vous, Angelo. C'est vous qui l'avez envoyé à la mort. C'est faux! Je n'y suis pour rien! Vous, le bricoleur de la famille, le seul qui avait la patte mécanique. Vous avez bricolé la voiture, comme vous avez bricolé la bande sonore de votre satané film. Ça aussi, c'était une idée à Joseph. Il m'a obligé à le faire. Mais le tuer, non! Ce n'est pas moi. Enfin, pourquoi est-ce que j'aurais fait une chose pareille? Moins il y a d'ayant droit à un héritage, plus il grossit pour ce qui reste. Jamais. Et j'admirais mon frère. Je n'aurais jamais... Vous l'admiriez, aussi vous l'avez imité. Vous avez tourné la situation à votre profit. Seulement ça, ce n'est plus un maquillage, c'est un crime. Et un fratricide. Ça va vous coûter très cher. Je ne l'ai pas fait! Je n'ai pas touché à cette voiture! Cependant, tenez, voici ce que vous y avez laissé. Qu'est-ce que c'est que ça? Un fragment de doublure de votre veston. L'expert l'a trouvé coincé sous la boîte à vitesse. C'était pas vrai! C'était pas vrai! Permettez, on peut jeter un coup d'œil à votre veston? Allez. Non. Oui, c'est exact, la doublure est déchirée et le tissu est identique. Vous voyez, Viterbo, vous n'avez plus aucune chance de vous en tirer. Avouez donc, vous y gagnerez dans l'esprit des jurés. Bon. C'est vrai. Tout est vrai. Je savais plus ce que je faisais. Vous avouez avoir saboté la voiture de votre frère Joseph. Oui, mais c'est sa faute. C'est uniquement sa faute. Il voulait que je lui donne la moitié de ma part d'héritage. Il voulait me faire arrêter pour l'affaire des ultrasons, se débarrasser de moi, comme il s'est débarrassé de Marcel. Et il essayait, comme il a essayé de se débarrasser de Lina. Car après tout, c'est lui qui l'a frappé, c'est lui. Voyez-vous, Joseph, c'était le diable. Drôle de phrase. La mère de Marcel, que je suis allé voir à Garches, a prononcé la même. Joseph, c'était le diable. Tout de même, les morts ont bon dos, et votre complicité ne fait aucun doute. Allez, emmène-le, Galabert. Donne tes poignets pour les menottes. Ah, bon, allez, par ici. Allons. Comme ça, ce fameux héritage ne sera plus partagé qu'en deux. La moitié à Lina et Giulio, l'autre moitié à Marcel et Bouvetou. Oui. Les méchants se sont mangés le nez, c'est assez fréquent. Il est rare que des complices restent unis jusqu'au bout. Quand la situation s'aggrave, chacun cherche à se décharger sur l'autre. Pas d'union, même dans le mal. Et tout ça est assez écœurant. Mais, dites-moi, c'est une chance extraordinaire que vous ayez découvert ce petit fragment de tissu dans la voiture sabotée. Oui, alors là, commissaire, faut pas y regarder de trop près. Saboter la voiture, sûr qu'elle l'était. La doublure du veston... Quoi, la doublure du veston? Ben, j'ai beaucoup traîné dans sa chambre, Angelo. Et surtout la petite poupée aux yeux de cristal, la Gertrude, elle n'avait plus rien à me refuser. Même pas un bout de doublure. Hein. Picoche! Dame, hein, je suis pas fonctionnaire, moi. Pas d'avantages sociaux, pas de retraite, rien. Alors vous voyez, une petite compensation, ça ne se refuse pas. Hein. Bouvetou. C'était une pièce inédite d'Isabelle Villard. La distribution, Roland Durtal, René Habib, le commissaire gallois André Davier, Picoche, Sacha Solnia, Galabert, Adrien Nicati, Marie, Claude Abran, Joseph Viterbo, Georges Milot, Angelo, André Neury,
Marcel, André Faure. Giulio, Michel Cassagne. Arthur Viterbo, Robert Schmid. Le docteur Gilbert Costa. Maître Neukomm, Maurice Offert. Le technicien René Marc. Lina Viterbo, Lise Ramu. Gertrude, Janine Michel. Assistant Michel Gaulet. Mise en onde, Roland Sassy.